L'univers dans lequel se déroulent les événements de la série Game of Thrones est bien plus riche et vaste que ce qui peut se dérouler à l'écran, et je sais qu'un bon paquet d'entre vous aimerait en savoir plus sur cette saga aussi passionnante que complexe. Donc, que vous soyez des lecteurs assidus ou bien des fans hardcore de la série, ou même si comme ma mère vous vous demandez à chaque scène le nom du type qu'on vient de voir à l'écran, eh bien je vous conseille d'attacher votre ceinture, on est parti. Avant de commencer réellement cette première vidéo, je voulais vous présenter un peu comment cette chaîne va fonctionner. L'objectif sera de vous proposer un contenu varié sur l'univers de la série Game of Thrones, en tout cas pour l'instant. Je vais essayer de vous présenter un maximum de choses selon des thèmes divers qui vous seront indiqués par le code couleur que vous pouvez voir à l'écran. Dans mes vidéos, je vais utiliser en majeure partie les terminologies anglophones, surtout concernant les noms propres, et ça c'est pour plusieurs raisons. La première, la plus pragmatique et la plus évidente, c'est que j'ai lu les œuvres de George R.R. Martin en anglais et je connais pas forcément toutes les traductions de la VF, donc je vais pas pouvoir les utiliser. Et je suppose également que la majeure partie d'entre vous regarde la série en VOST FR, donc vous devez quand même être plutôt habitué à entendre ces termes. Et puis il faut quand même dire la vérité, les noms anglais ils pètent quand même vachement plus la classe que ceux en français. Je sais pas pour vous, mais pour moi Port-Royal, c'est plus une station de RER qu'autre chose, et le roi de la nuit, ça me rappelle plus John Travolta qu'un zombie badass. Ceci dit, rassurez-vous, pour ceux qui ne parlent pas un mot d'anglais, je vous fournirai des traductions un peu approximatives, surtout quand le sens a une importance par rapport à ce que je raconte. Pour ce qui est des sources, je vais bien entendu surtout m'appuyer sur les œuvres de la saga de George R.R. Martin, qui s'appelle A Song of Ice and Fire, pour ceux qui ne le savent pas, Game of Thrones étant seulement le titre du premier bouquin. Je vais également utiliser tous les écrits annexes qui ont été publiés, comme The World of Ice and Fire, et pour les cartes, The Lands of Ice and Fire. Ouais, je sais, ils sont pas vraiment fait chier pour les trouver les noms. Enfin bref, je vais également utiliser le wiki officiel qui recense toutes ces sources. Et bien sûr, je vais également m'appuyer sur la série de HBO en tentant tout de même de vous présenter les quelques différences entre cette série et le monde de George R.R. Martin. Pour ce qui est des spoilers, mes vidéos ayant pour but pour l'instant de vous présenter l'univers dans sa globalité avant le démarrage de l'intrigue, elles n'en contiendront pas. Cependant, quand la situation sera amenée à évoluer, je vous le signifierai. On va pouvoir maintenant entrer réellement dans le vif du sujet avec deux vidéos qui serviront d'introduction à l'univers de Game of Thrones. Et pour commencer, on va parler géographie. Alors pourquoi la géographie ? Eh bien parce qu'avant toute chose, il est nécessaire de bien visualiser l'univers dans lequel se déroulent les événements sur lesquels nous allons nous attarder. La géographie est également, dans le monde réel comme partout, un outil primordial pour comprendre l'histoire, et ça, que ce soit dû à des contraintes naturelles entraînant des différences de culture par exemple, ou tout simplement par rapport aux inégalités d'accès aux ressources. Et pour débuter, je vais vous présenter ce qu'on appelle le monde connu, dont vous avez sûrement peut-être tous déjà vu la carte. Le monde connu est constitué de 4 continents qui sont Westeros, Essos, Sothorios et Ulthos, et ces deux derniers ne présentant pas nécessairement d'intérêt par rapport à ce que nous allons voir, nous les laisserons de côté pour l'instant, mais voilà, ils ont le mérite d'exister. Westeros peut, à l'image de l'Amérique, être scindé en deux entités distinctes qui sont le nord et le sud, de rapports de surface respectifs 1 tiers, 2 tiers. Ces deux régions sont séparées par une bande de terre relativement étroite appelée le Neck, et cette délimitation nord-sud n'est pas uniquement géographique, mais également ethnique, religieuse, culturelle, comme on le verra bientôt. Comme vous le savez, au nord de Westeros se trouve le mur. On ne connaît pas vraiment les limites géographiques de ce qui se trouve au-delà. Westeros est délimité au nord-est par la Shivering Sea, une mer glacée, shiver en anglais ça veut dire un frisson, à l'est par la Narrow Sea, la mer étroite qui le sépare du continent Essos, au sud par la Summer Sea et à l'ouest par la Sunset Sea, dont on ne sait également pas ce qui se trouve à l'ouest. Pour ce qui est du relief, Westeros est parcouru par deux massifs montagneux principaux. Les montagnes de la Lune à l'est, dont le point culminant, la Giant's Lands, est également celui du continent, avec une hauteur estimée à environ 6000 mètres. Alors pour vous donner une idée, 6000 mètres ça correspond environ à la hauteur du mont Kilimandjaro, qui est le plus haut sommet d'Afrique. La deuxième chaîne montagneuse de Westeros se situe au sud, où les montagnes rouges séparent la péninsule de Dorne du reste du continent. Il est également important de noter que l'ouest de Westeros est parcouru par un relief accidenté que l'on appelle les collines des Westerlands. D'un point de vue hydrographique, 3 fleuves principaux parcourent le continent. L'Amander, le plus long et dont le bassin fertile forme la région naturelle du Reach, traverse le sud de Westeros. Le Trident, nommé ainsi d'après ses 3 affluents qui sont la Red Fork, la Green Fork et la Blue Fork, c'est-à-dire les pointes rouges, vertes et bleues,
irriguent la région nommée de ce fait Riverlands, la terre des rivières. Ces deux bassins sont les régions de Westeros les plus favorables à l'agriculture. Finalement, la Blackwater est une grande rivière dont l'embouchure se situe au niveau de la capitale King's Landing. Ces barrières naturelles, à la fois topographiques ou hydrographiques, nous permettent donc de découper Westeros en un certain nombre de régions naturelles. On a alors le Nord, le Val d'Arin, les Riverlands, les Westerlands, les Crownlands, le Reach, les Stormlands et Dorne. On peut également ajouter à cela un certain nombre d'archipels, dont le plus célèbre est celui des Iron Islands à l'ouest. Chacune de ces régions possède alors une identité propre en termes de géographie, de population ou même de culture. Pour ce qui est du climat, il est extrêmement variable. Il est chaud et sec dans le sud, allant du doux et méditerranéen dans le Reach aux régions arides de Dorne. Le climat est océanique et orageux dans les Stormlands, dont le nom signifie littéralement terre des orages, donc vous imaginez bien le truc, et continental voire polaire dans le nord. Il est globalement tempéré partout ailleurs. Les saisons. Alors les saisons, comme vous l'imaginez, c'est un sujet qui est quand même assez important. Dans l'univers de A Song of Ice and Fire, elles sont bien plus longues que celles qu'on connaît nous, et sont à durée variable pour chaque itération. Elles durent en moyenne 2 à 3 ans et vont impacter tous les aspects économiques et sociaux du continent. Au début de la saga, l'action se déroule vers la fin du plus long été de Mémoire d'Homme qui durait depuis environ une décennie. Et pour finir, on va parler un petit peu d'Essos. À l'ouest du continent se trouve un ensemble de 9 cités autonomes, qu'on appelle les Free Cities, qui baignent dans le bassin de la Rhoyne, le plus long fleuve connu. Au nord de cette région se trouvent les collines d'Andalos et directement à l'est se trouve la Dothraki Sea, qui est en réalité une vaste étendue de steppes et de plaines à perte de vue. Imaginez-vous un peu la Mongolie ou l'Asie centrale. Et cette Dothraki Sea, elle doit son nom aux peuples nomades qui y vivent, les Dothraki. Au sud se situe la péninsule de Valyria, qui aujourd'hui est inhabitée. De l'autre côté de la Slavers Bay, ou baie des esclavagistes, s'étend la région de Guiscard, qui elle est dominée par les 3 cités esclavagistes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'introduction à la géographie de l'univers de Song of Ice and Fire, et je vous remercie d'être resté avec moi. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses, ou du moins ça vous a permis de remettre en place ce que vous saviez déjà. C'est une première pour moi de faire une vidéo, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que je pourrais améliorer. En attendant, avant d'entrer dans des vidéos plus détaillées, je vous recommande de rester ensemble afin d'étudier une introduction dans les grandes lignes de l'histoire de l'univers. Alors je vous dis Valar Morghulis à tous, et à la prochaine!